Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Point. Je reçois pour vous ce soir Monsieur Thierry Mosenepo, président de la Ligue de la jeunesse de la CCU, Convention des Congolais unis, un parti de la majorité présidentielle. Nous allons aborder avec lui plusieurs questions d'actualité. Bienvenue Monsieur Mosenepo. Bienvenue, merci monsieur. Oui, avant d'aborder l'actualité, on vous a vu à Kamunganga avec les Kuluna. Qu'est-ce qui s'est fait exactement? Bon, je me suis décidé finalement d'approcher ces jeunes parce que pour moi, au-delà du problème qu'ils sont en train de poser à la population, c'est une question qu'ils posent à la société. Cette question, c'est celle de leur place, de la place qu'ils doivent occuper au sein de la société. Alors, au lieu de les traiter en marginaux, il est important de les approcher et de leur présenter un projet d'avenir. Ce projet d'avenir, c'est dans le sens de les aider à pouvoir être formés pour être utiles à la société où ils vivent. Puisque la plupart d'entre eux n'ont pas bénéficié de scolarité ou de formation quelconque. Alors, étant donné qu'un être humain est obligé de vivre, ils sont maintenant plongés complètement dans des actes immoraux qui sont condamnables par notre justice. Alors, au lieu d'apporter toujours le bâton, il est aussi important que nous puissions apporter la carotte. C'est dans ce sens que j'ai lancé cette opération au Kamunganga et cela va s'étendre un peu partout et nous allons solliciter l'appui de l'INPP afin de nous faciliter les enregistrements de ces jeunes qui devront par après bénéficier de certaines formations et ensuite qu'ils puissent trouver du travail et être utiles à la société congolaise. C'est important. D'abord, il faut savoir que c'est dans pratiquement toutes les capitales de tous les pays du monde où le pouvoir en place est sévèrement critiqué parce que souvent, la capitale est le siège des institutions et les gens au niveau de la capitale ont une perception beaucoup plus différente de l'action du gouvernement. Alors, souvent, ils sont contre le gouvernement, ainsi de suite. Vous allez le voir à Paris, vous allez le constater à Bruxelles, à Berlin et partout ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est tout à fait différent ici à Kinshasa. Kinshasa est une ville cosmopolite. Il est vrai que c'est une ville qui est très démocratique. Les Kinoises et les Kinois ont un esprit de jugement très ouvert et ils ont une liberté d'esprit extraordinaire. Donc ce qui veut dire que lorsque vous rencontrez 10 personnes, peut-être 2 ou 3 peuvent être mariés aux idéologies de l'opposition, 4 autres sont mariés aux idéologies de la majorité et le reste sont peut-être indécis. Donc c'est par rapport à ça que nous surfons chaque jour et nous essayons justement d'apporter l'information là où il y a la désinformation. Parce qu'il ne faut pas savoir, il ne faut pas oublier le fait que malheureusement, il y a une frange d'une opposition radicalisée ici qui pratique une désinformation soutenue pour désorienter nos populations par rapport à la vision de développement qui a été apportée par le chef de l'État. Donc c'est plus le discours que nous emmenons qui arrive à convaincre les Kinois, mais ce n'est pas du fanatisme aveugle. Sanctions de l'Union européenne à l'endroit des personnalités en République démocratique du Congo. Vous, à la majorité, parce que vous êtes également communicateur de la majorité présidentielle, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Très mal. Très mal, puisque ce sont des décisions illicites qui frisent encore une fois l'installation du néocolonialisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Illicite d'abord parce que quand ces sanctions sont tombées, j'ai eu à lire la Convention européenne. Et j'ai découvert que dans cette convention, en son article 5, je pense, le droit de contradiction existe. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une décision administrative qui doit être prise par l'Union, il y a un droit de riposte, c'est-à-dire la possibilité à la personne ou au pays incriminé de pouvoir se justifier. Exact. Mais ils n'ont pas tenu compte de cet article de leur propre charte. Au-delà de cela, il y a la relation qui existe entre nous et l'Union européenne. Ça a été signé ici, en Afrique, il y a pratiquement, exactement, au Mali, il y a exactement 4 ans. Par rapport à cela, il est clairement établi que l'Union européenne, c'est vrai, a un regard sur les activités politiques, mais cela ne peut en aucun cas donner lieu à des sanctions, non seulement individuelles, mais envers le pays. En ce moment-là,
l'Union européenne peut, dans la mesure du possible, geler ses dons. Ça, c'est un droit qui lui est propre. Mais commencer à sanctionner les individus qui ne sont pas de sa zone géographique, cela est en train de friser du néocolonialisme. Allons au-delà de cela. Nous avons, nous tous, été signataires du Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo aussi. Et justement, dans cette charte, il est prévu que les sanctions qui doivent être portées contre des individus ou des pays ne sont de la compétence exclusive que du Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. Mais comment se fait-il que l'Union européenne, de façon unilatérale, a donc posé ces actes? Là, c'est sur le plan de la forme que nous disons que c'est illicite. Maintenant, allons sur le plan du fond. Je commencerai par le cas qui m'est le plus proche, celui de son Excellence Lambert Mende. Oui. On le condamne pourquoi? On dit qu'il a été le porte-voix de la répression. Cela ne s'explique pas. Comment quelqu'un peut être le porte-voix de la répression alors qu'il donne la position d'un gouvernement, un gouvernement démocratique qui est assis sur un pouvoir constitutionnel et un pouvoir élu. Au-delà de cela, pour le dossier de RFI. Et par rapport à cela, j'ai regardé la décision qui a été prise par le ministre Mende, qui a interdit la diffusion du signal de RFI ici à Kinshasa. Et là-dedans, le ministre s'est rapporté à la loi portant sur la liberté de la presse, publiée le 22 juin 1996, au Zaïre à l'époque. Donc, ce qui veut dire que dans un moment où on ne pouvait rien suspecter par rapport à quoi que ce soit. Et lorsque je regarde dans son article 51, il est écrit que les personnalités étrangères et même les stations périphériques peuvent venir ouvrir leurs stations ici en RDC. Mais à deux conditions. La première, c'est la réciprocité, et la seconde, c'est le fait qu'il y ait une participation dans l'actionnariat des Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ministre a simplement demandé à RFI de se conformer à cela. Au défaut de réunir ces deux critères, il pouvait solliciter au niveau des radios locales, telles que le cas de B1 Radio, un temps d'antenne pour diffuser ces programmes. Et en ce moment-là, le contrat de partenariat serait approuvé par le ministère de la Communication et des Médias. Toutes les autres radios ont fait cela. Je cite la Voix de l'Allemagne, qui aujourd'hui passe par la radio Centrale FM, la VOA qui passe au travers de Top Congo, et la BBC qui passe au travers de Raga FM. Donc, comprenez que si on doit sanctionner un ministre pour avoir respecté la loi de son pays, alors on est en train de souhaiter à ce que nous puissions installer une république bananière. Pour le cas du général Mondos, on le critique d'avoir notamment mal agi sur les ADF Nalou. Et ce qui est rigolo dans cela, c'est que pour avoir des renseignements là-dessus, on a questionné des ADF Nalou. Vous imaginez? Des rebelles ougandais qui sévissent dans notre pays, qui tuent nos populations. Et lorsque la justice, lorsque l'armée congolaise agit contre eux, voilà ce qu'on nous dit. Et il y a tellement d'exemples en termes de fond qui démontrent que cela ne peut pas tenir. Et je vous informe que la République démocratique du Congo va attaquer cette décision administrative devant les institutions juridiques européennes, et je vous assure que ça ne tiendra pas. Et vu qu'il y a eu des problèmes en termes de morale et même des violations en termes humanitaires, il y aura des réparations. Les sanctions concernent les individus, parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas réagi officiellement. Mais pourquoi ne pas demander à ces individus simplement d'aller se justifier au lieu d'amener toute la République? Il y a une différence lorsque l'on sanctionne M. Mboma ou M. Monsenempo, qui sont des individus qui n'ont pas de charge étatique. Mais lorsque l'on sanctionne le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, il est à ce titre-là ministre de la République démocratique du Congo. Donc c'est la République qu'on attaque. Lorsque l'on sanctionne un général qui a prêté serment sous le drapeau de la République démocratique du Congo, comme le général Mondos, comme le général John Numbi, ce sont des officiers de l'armée congolaise. Donc c'est la République que l'on attaque. Donc comprenez que par rapport à cela, qu'il y ait une synergie de contraction qui viennent directement du gouvernement. Comment vous comprenez ces sanctions? Moi, je comprends ces sanctions de cette manière.
Depuis 1960, certains pays, notamment la Belgique, ont eu du mal à se défaire de la République démocratique du Congo. Parce que, en général, ce pays notamment, à part le charbon, est en mal économique. N'eût été le fait qu'il est un hub de l'Union européenne, il n'y a pas de ressources en Belgique. D'où ce besoin de continuer à garder un cordon ombilical avec la République démocratique du Congo. Après avoir défenestré le maréchal Mobutu, après avoir participé à la mort de M. Laurent Désiré Kabila, comme ça a été le cas avec Lumumba, il a été question pour eux d'établir un pouvoir qui sera du Beni oui-oui, ici à la tête du Congo. Malheureusement pour ces puissances, ils sont tombés sur un os dur qui est un nationaliste, qui est Joseph Kabila Kabange. Contrairement à ce qu'ils étaient habitués à faire sous la Deuxième République, c'est-à-dire de choisir les contrats miniers qu'ils voudraient, choisir des lieux où ils pouvaient exploiter, le président Kabila a souhaité à ce que nous puissions traiter d'égal en égal. Raison pour laquelle la première décision qui a été prise et qui a été mal interprétée par ces gens, c'était le contrat chinois. Parce que le président de la République a vu que nous étions en train de continuer à penser que nous avons des potentialités de richesse, alors que réellement ce sont des richesses que nous avons. Il a souhaité que finalement les minerais de la RDC puissent nous servir pour avoir des routes, puisqu'on ne peut pas développer un pays sans infrastructure de base. Raison pour laquelle il est arrivé le contrat chinois. Mais vous-même, vous savez comment est-ce que le président a été sérieusement critiqué par les institutions de Bretton Woods, par l'Union européenne pour ce contrat. Donc ça signifie que déjà, c'était une démonstration du fait que nous ne sommes pas encore totalement indépendants. Au-delà de cela, c'est des décisions qui ont été prises par le Congo, notamment la décision d'organiser des élections en 2011 sur fonds propres. Souvenez-vous la suite de ces élections. Souvenez-vous que l'Union européenne et tous les autres partenaires avaient souhaité qu'on reporte ces élections. Donc, le fait qu'on ait un président qui veuille le bien de son pays par rapport à une vision qui lui est propre est condamnable par ces grandes puissances. Parce qu'il faut un pouvoir qui puisse tout accepter pour leur permettre une exploitation continuelle des richesses de notre pays. Donc, vous évoquez l'ingérence. Donc, comprenez par là, au-delà de l'ingérence, c'est du néocolonialisme. C'est un souci de continuer à mettre un pays sous coupe réglée dans le souci de continuer à l'exploiter. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai eu, et ça c'est une confidence, j'ai eu un entretien sérieux avec un ambassadeur d'un pays européen de la place, je ne citerai pas son nom ou son pays par courtoisie. Il m'a dit, nous ne voulons pas d'une autre Chine en Afrique. Comprenez donc par là que, avec les potentialités que regorge la RDC, les richesses que nous avons, et une population aussi dynamique que la population congolaise, je vous assure qu'en 5 ans, si nous sommes libres de nos choix économiques, politiques et sécuritaires, je vous assure que nous serons la Chine d'Afrique. Et justement, c'est ce que les gens ne veulent pas. Parlons de la souveraineté, parce que non, la RDC, c'est un État souverain, tout ça. Mais parlons un peu de la souveraineté. Quelle explication ou quelle explication vous avez de la souveraineté aujourd'hui? Mais écoutez, vous devez savoir une chose, c'est que il y a des domaines réservés où les décisions doivent directement provenir des institutions de la République. Par exemple, comme l'a dit dernièrement le chef de l'État, le domaine des élections est un domaine de souveraineté. Mais si ces élections, pour l'organiser, vous attendez l'argent qui proviendrait de ces pays-là, ils ont un mot à dire? Non, d'abord je vais vous dire une chose. En 2011, nous avons organisé des élections sur financement de la RDC. Il y a eu l'appui logistique en partie des pays de la SADC et également de la MONUSCO. Nous avons réussi à tenir ces élections. Nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers des prochaines élections où déjà le budget présenté par le Premier ministre Bruno Tshibala stipule que nous allons financer ces élections à plus de 98% nous-mêmes. Donc ça signifie que nous ne sommes pas en train d'attendre l'aide internationale. Aujourd'hui, nous sommes à près de 26 millions d'électeurs enrôlés. Cet argent est sur financement du gouvernement. Donc il ne faut pas penser que nous n'attendons que de l'aide extérieure. Mais au-delà de cela, nous sommes un pays post-conflit, il ne faut pas se leurrer. Nous avons besoin des coopérations avec les autres nations. Autant que la République démocratique du Congo coopère pour les autres pays. Je vous donne un exemple. Allez-y. La République centrafricaine, après le départ de Bozizé, est entrée dans une déstabilisation terrible. Exact. Il s'en est fallu pour mettre une séparation entre les anti-Balaka et les Séléka
une armée d'interposition. L'Union africaine a eu cette charge des Nations Unies. Et il fallait envoyer des troupes. Les troupes de la République démocratique du Congo se sont précisément retrouvées à Bambari. Au-delà de ce que les médias européens ont eu à dire, lorsque vous demandez aux populations de Bambari, ils vous diront qu'ils n'ont jamais eu de meilleures troupes comme celles de la République démocratique du Congo. Exact. Donc comprenez par là que cette participation à la pacification de la Centrafrique ne nous donne pas une position d'imposer quoi que ce soit au président de ce pays. Donc comprenez par là que la question du dialogue qui a été lancée par le président du Parlement centrafricain aujourd'hui dans ce pays est une question de souveraineté. Jamais le président de la République, Joseph Kabila, ou le président de l'Assemblée nationale congolaise, honorable Aubin Minakou, prendrait son téléphone pour leur dicter la manière dont ils doivent faire leur dialogue. Donc c'est justement ça qui a poussé le président de la République à demander à son gouvernement et à la CENI de ne pas se laisser influencer par ces invectives qui ne sont d'ordre qu'à rétablir ou à confirmer un néocolonialisme. C'est la RDC souverain, ces États aussi qui composent l'Union africaine sont des États souverains, mais si aujourd'hui la Belgique, l'Espagne décident aujourd'hui, non, je donne un exemple, Monsieur Évariste Bochab, compte tenu de votre comportement, nous ne voulons plus vous voir ici chez nous, vos avoirs ici doivent être gelés, tout ça. Ça dérange en quoi? Parce que ce n'est pas ce pays qui a demandé à Monsieur le ministre Mende d'aller peut-être d'avoir des comptes là-bas. Quand un pays refuse le visa à un individu, c'est souverain, a ce droit. Mais justement, mais vous devez savoir que l'octroi des visas répond à des critères et cela est une valeur internationale. Ça n'a rien à voir avec un refus sans fondement. Même vous, lorsque vous allez demander un visa, je donne l'exemple à Schengen, lorsque l'on vous refuse ce visa, ils ont le devoir de vous expliquer les raisons pour lesquelles ils vous ont refusé ce visa. Ils n'ont pas à dire on vous refuse le visa parce qu'on est souverain. Non, la loi internationale ne fonctionne pas comme ça. Donc, lorsqu'il faut refuser le visa à M. Évariste Bochab ou à M. Lambert Mende, il faut qu'il y ait une raison fondamentale. Lorsqu'il n'y en a pas, cela devient de l'abus de pouvoir. Mais au-delà de cela, le gel des avoirs. Vous devez savoir que le compte en banque d'un individu est une propriété privée. Lorsque vous faites les gels des avoirs, vous devez savoir qu'il y a des conséquences même humanitaires qui peuvent s'en suivre. Je donne l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, veut aller se faire soigner en dehors de son pays et que vous lui interdisez d'avoir accès à ces fonds, il peut s'en suivre une mort certaine. Donc c'est un cas humanitaire, c'est un danger. Au-delà de cela, est-ce que dans les conventions qui sont signées entre nous et l'Union européenne, il est prévu le gel des avoirs des individus, surtout que c'est des décisions administratives. Il n'y a pas eu de décisions juridiques qui ont condamné les personnes qui sont aujourd'hui dans la liste des sanctions de l'Union européenne. Donc comprenez que cela est clairement illicite. Au lieu de s'attaquer à ces sanctions, pourquoi ne pas faire en sorte de ne plus donner à ces pays les matières pour qu'ils puissent sanctionner, par exemple? Il parle de répression, il parle de beaucoup de choses. Pourquoi on ne s'attaque pas à ça? Mais mon cher Parce que ami, nous sommes un état de droit, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse se leurrer. La République démocratique du Congo est un pays où il existe une grande liberté d'expression. La Turquie, qui est signataire de la Convention européenne, a fait limoger près de 47 000 agents de fonction publique et de la police, seulement parce qu'ils sont membres du parti de Fethullah Gülen, qui est l'opposant du président Erdogan. Vous allez me dire que l'Union européenne ne voit pas cela? Il y a eu plus de 37 000 arrestations en 48 heures, sans enquête, s'il vous plaît. Est-ce que l'Union européenne ne voit pas ça? En Arabie Saoudite, on décapite des voleurs, on leur coupe les membres, on les tue en place publique. L'Union européenne ne voit pas ça? C'est pas un bel exemple, non? C'est pas un exemple à suivre. Pour vous dire quoi? La politique aujourd'hui qui est menée par les puissances internationales est une politique qui dit quoi exactement? Je te demande de faire ce que je te dis. Si tu ne fais pas, je sais trouver comment te salir et comment te descendre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on ne sait pas voir là où le Congo a une liberté en termes de fonctionnement de sa presse. On ne sait pas voir un pays comme le Congo qui a une pluralité de partis politiques. On ferme les yeux là où certains pays n'ont que 2 partis politiques et que lorsque vous vous opposez, on vous arrête.
Mais on préfère plutôt tirer sur le Congo. Pourquoi? Simplement parce que à la tête de ce pays, il y a un nationaliste. Il n'y a pas un béni oui-oui qui pense, réfléchit et agit selon les normes de ces néocolonialistes. Voilà la réalité des choses. On a beau à dire aujourd'hui, mais les sanctions persistent encore. La vraie solution serait quoi? La vraie solution serait que nous puissions continuer notre lutte. Parce que c'est une lutte qui est non seulement une lutte intellectuelle, mais aussi une lutte d'esprit. D'esprit, pourquoi? Parce que c'est un engagement moral que nous devons avoir face à cette pression que l'on met sur le Congo. Quand tu observes aujourd'hui l'Europe, c'est un pouvoir finissant. Le prochain siècle et les prochains millénaires sont tournés vers l'Afrique. Si nous tenons bon en ce moment, en restant sereins, et que nos populations puissent avoir de la jugeote lorsqu'il y a des décisions européennes, que la population puisse réellement savoir que ça, c'est une décision qui frise n'importe quoi. Je vous donne le cas du Kasaï. Nous avons des mamans qui ont été violées par les terroristes de Kamina Sampo. Nous avons des citoyens qui ont été décapités seulement parce qu'ils sont à la CENI, ils font leur travail d'enrôlement. Nous avons de chefs de cité dont les épouses ont été décapitées. Et lorsque la police et l'armée viennent mettre de l'ordre, on dit que c'est une police répressive. Vous pouvez comprendre ça? Alors, pour cela, la population doit avoir assez de jugeote pour savoir que Mouzé, de quoi ne l'a-t-on pas traité ici? Il y a eu des sanctions jusqu'à refuser à ce que le Congo de Mouzé puisse avoir des devises pour acheter le carburant. Nous avons eu ici des pénuries de carburant. Tout cela, qu'est-ce qu'on a cherché? À retourner la population contre Mzee Laurent Désiré Kabila, afin de la battre plus facilement. Et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut commencer par salir le régime. Après l'avoir sali, c'est pour tuer ce régime. Mais le régime qui viendra, s'il est toujours en phase avec sa population, on va encore chercher à tuer ce régime. C'est ça leur politique. Donc, nous devons lutter. Nous ne devons pas nous laisser faire, nous ne devons pas accepter ce genre d'humiliation. Nous sommes un pays souverain, nous avons des problèmes par rapport à l'économie de notre pays, nous avons besoin des institutions de Bretton Woods. On a un budget, on parle précisément du budget alloué aux élections, qui serait incapable qu'on atteigne même cet objectif. Vous êtes d'avis? Je ne pense pas, puisque... Parce que je ne vois pas le gouvernement Tchibala débloquer plus de 800 millions de dollars. Non, ça fera une chose. Nous sommes déjà en juin. Il y a 2 trimestres qui sont passés. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà eu des décaissements qui se sont produits par rapport au processus électoral. Ce qui a permis que la CENI n'est pas en rupture ou en stoppage du processus d'enrôlement des électeurs. Donc, ce qui veut dire que le reste est à budgétiser sur le semestre qui reste de l'année 2017. Par rapport à cela, déjà, si vous observez convenablement, vous allez vous rendre compte que les bases sur lesquelles se réfère le Premier ministre Tchibala pour engranger les fonds dans le trésor public ne sont pas irréalistes. Nous avons la possibilité, la capacité fiscale et la capacité de recouvrement qui pourraient nous permettre de tenir ce budget nous-mêmes. Et quelles sont ces réformes qui seront mises en place? D'abord, la première des décembre, c'est pour bientôt. La première des choses, c'est la lutte contre la corruption. Il est important de savoir que nous avons des grandes évasions fiscales dans notre pays et que la lutte de la corruption n'est pas seulement un outil qui est entre les mains du gouvernement, c'est entre les mains de toute une population. C'est une lutte qui doit concerner le peuple tout entier. Parce que lorsque cela sévit, ça nous frappe, nous tous. Donc nous avons le devoir, nous tous, de nous mettre en tête une chose. C'est que lorsque nous appuyons la corruption, lorsque nous assistons à la corruption sont dénoncés, nous sommes en train de tuer notre propre pays. Parce que le président de la République ne va pas être partout à la fois. Ce n'est pas lui qui viendra percevoir dans les CDI. Depuis 2006, monsieur Monsenepo. Mon cher ami. Rien n'a changé. Il y a eu même des conférences sur le coulage des... Je vais vous dire une chose, mon cher ami. Je reviens d'un pays qui s'appelle le Kenya, à Nairobi. Qu'est-ce que j'ai observé dans ce pays? C'est que le gouvernement a établi des bases de la vie quotidienne. C'est-à-dire, les infrastructures sont là, les routes. Les accès au crédit sont possibles. Exact. La sécurité est là. Mais le reste, c'est l'organisation des citoyens.
Je veux dire par là ceci, que nous avons, nous, Congolais, une grande part de responsabilité dans ce qui est devenu notre pays. Et nous avons aussi une grande part de responsabilité dans ce que va devenir notre pays. Je vous cite un exemple simple. Allez-y. J'ai vu au Kenya ce qu'on appelle des SACCO. Au fait, des SACCO, ce sont des mutuelles. J'ai vu des SACCO des domestiques, c'est-à-dire les femmes de ménage se sont réunies à 5 000, à 6 000. Chaque mois, elles cotisent. Ils trouvent parmi elles des enfants qui sont universitaires et qui ont fait l'économie, qui organisent ces cotisations. Ensuite, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris cet argent, elles ont construit des immeubles. Ces immeubles-là ont commencé à générer des recettes. Ces recettes-là leur ont permis de créer des microcrédits. Et elles ont commencé à se financer entre elles pour l'achat des maisons, pour l'achat des véhicules. Ce qui veut dire aujourd'hui à Nairobi, vous arrivez, vous voyez une domestique qui est véhiculée. Parce qu'elle est membre d'un SACCO. Et il y a des SACCO des avocats, il y a des SACCO des chauffeurs, il y a des SACCO des journalistes. Donc, lorsqu'on se fédère, on arrive à faire quelque chose. Ce que nous manquons ici au Congo. Il suffit que vous, Mboma, vous vous réveillez ce matin pour dire « je crée une fédération des journalistes » pour qu'on essaye de se mettre ensemble pour créer une mutuelle de santé, pour qu'on puisse demain avoir des services de microcrédit. Ce sont les mêmes journalistes que vous allez recruter qui vont vous combattre demain. Même chose avec le taux de bancarisation. Il faut que l'on enseigne à notre peuple la valeur de la bancarisation. Pourquoi les banques s'écroulent dans notre pays? Parce que les comptes en banque qui existent ne sont que des comptes de passage. L'argent entre et ça sort. Les gens préfèrent continuer à thésauriser. Or, lorsqu'il y a un faible taux de dépôt dans les banques, cela freine l'économie. Cela empêche à ce que vous, Mboma, lorsque vous avez des projets, d'avoir une facilité d'accès au crédit. Donc comprenez que nous sommes liés, nous tous, au devenir de notre pays. Et c'est une conscientisation que nous devons avoir. Doit faire le premier pas. Bien entendu, le gouvernement a le devoir de faire le premier pas, mais le gouvernement a déjà commencé à faire ce premier pas. Je vous ramène en 2006. Lorsque le président Joseph Kabila a stabilisé ce pays, il a stabilisé la monnaie, il a commencé à arranger les routes. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a imposé une guerre avec le M23, toujours par les multinationales qui veulent avoir leur main mise sur les ressources de notre pays. Vous voyez ce qui est décevant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on continue malgré cela, à construire le pays, il y a de nos frères et de nos sœurs qui sont sous des coupes réglées de ces puissances internationales qui incitent la population dans le désordre et dans la révolte. Et ça fait reculer le pays. Aujourd'hui, nous avons perdu combien de millions en termes de tous ces troubles qu'il y a eu de septembre à décembre de l'année dernière. Donc comprenez que tout cela ne fait que nous reculer malheureusement. Donc c'est-à-dire le chemin est déjà tracé pour qu'il n'y ait pas les élections en décembre, et surtout que le chef de l'État l'a dit lors de sa dernière interview qu'il n'a promis rien par rapport aux élections au mois de décembre. Je pense que le président de la République, en parlant ainsi, a confirmé, ce n'est pas du tout grave. Au contraire, ce n'est que... Les délégués de la majorité représentaient leur autorité morale. Ce n'est que de la réalité. Le président de la République a dit qu'il n'a rien promis, et cela est vrai. Puisque lorsque tu regardes la constitution de notre nation, le pouvoir qui concerne les élections n'est dévolu qu'à la CENI. Ce n'est que la CENI qui puisse déterminer un calendrier. Au niveau de la SANCO, au niveau de l'Union africaine, il y a eu des propositions de séquence. Mais si vous remarquez très bien, cela a été soumis à la tutelle technique de la CENI. Donc comprenez par là que le président de la République, s'il se permet de dire qu'il y aurait élection le 12 décembre, il violerait la Constitution. Et sachez très bien que la personne dont on parle est un légaliste. Donc il ne pouvait pas lui promettre quoi que ce soit. Et cela est totalement vrai. Mais vous avez quand même signé l'accord du 31 qui souhaite à ce que les élections soient organisées au mois de décembre. Exactement, c'est le souhait que nous avons émis. Mais l'organe technique, c'est la CENI. Et c'est la CENI qui est habilitée à publier un calendrier électoral. Mais la CENI, pour publier un calendrier électoral, doit avoir entre les mains l'élément fondamental qui est le fichier électoral. Donc il faut prendre son mal en patience, attendre que la CENI termine avec l'enrôlement des électeurs. Une fois que le fichier fiabilisé est entre ses mains, il va publier un calendrier électoral. Il faut qu'on cesse
ici dans ce pays de se prendre, tout le monde se prend pour le meilleur électoraliste, tout le monde se prend pour le meilleur légaliste. Il faut qu'on cesse ça. C'est la CENI qui est responsable du processus électoral. Laissons la responsabilité à la CENI de nous dire quand est-ce qu'on va aller aux élections. Parce qu'une chose importante que le président a eu à dire et à souligner, c'est que nous devons certes aller aux élections, mais pas des élections qui seraient tributaires de troubles. Vous êtes sans ignorer que si on a la quiétude aujourd'hui, c'est entre autres grâce à l'accord du 31 décembre. Aujourd'hui, au cas où le 31 décembre 2017, il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je vais vous dire que la tranquillité que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport au respect de la Constitution, ce à quoi la majorité présidentielle a tenu depuis le dialogue du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine et celui du 31 décembre à la Cinco. Il y a d'autres forces qui ont demandé qu'on mette la Constitution entre parenthèses, mais nous, on a refusé par respect au peuple congolais. Donc, tenez-vous bien, c'est par rapport à la Constitution essentiellement. Et non à l'accord. L'accord a donné une possibilité. La possibilité, premièrement, que nous puissions avoir une gestion partagée au niveau de l'exécutif national. D'où, aujourd'hui, la présence du Premier ministre Bruno Tshibala, qui est membre exclu du de l'UDPS et du Rassemblement. Il est du Rassemblement. Deuxièmement, c'est le consensus autour du processus électoral, dont principalement la refonte du fichier électoral. C'était nécessaire que nous puissions avoir un consensus là-dessus, puisqu'il y avait deux écoles. Une qui disait qu'il fallait mettre de côté les jeunes, donc dit les nouveaux majeurs. Nous, la majorité, on a refusé. On a dit que tous les Congolais avaient droit. Et nous qui disions qu'il fallait que les jeunes majeurs, les doublons, les militaires, les jeunes qui se sont engagés dans l'armée puissent nécessairement faire partie de ces listes et les doublons être écartés. D'où nous sommes tombés d'accord sur la refonte du fichier. La refonte totale du fichier électoral. Et ça, c'est essentiel. Et au-delà de cela, c'est les séquences. C'est-à-dire la première séquence qui va commencer par les trois élections, la présidentielle, la législative et les provinciales. Donc comprenez par là que c'était ça l'essentiel des accords du 18 octobre et du 31 décembre. Et que fait la date du 31 décembre alors? Vous savez, nous nous perdrons si nous commençons encore une fois à nous jeter sur des fétichisations de dates. Nous devons, comme je vous l'ai dit, faire confiance en la CENI. D'ailleurs, cette CENI, vous le savez très bien, a une pluralité de forces vives. Il y a les confessions religieuses, il y a l'opposition, il y a la majorité. Donc tout le monde a son représentant là-bas et c'est exactement ce qui se passe. Donc arrêtons de nous leurrer, attendons que la CENI puisse faire son travail. Pour l'instant, continuons à sensibiliser nos populations pour se faire enrôler. Et si vous remarquez très bien, il n'y a que la majorité présidentielle qui le fait. Les autres sont encore en train de réciter des chapelets. Vous avez l'argent du trésor public pour médiatiser tout ce que vous faites. Eux, non. Mais comment vous pouvez dire ça? Vous êtes au pouvoir. C'est les médias, s'il vous plaît, les médias sociaux, les journaux télévisés rapportent chaque jour les actions du Rassemblement LMT, les dissidents. Chaque jour. Chaque jour, ça rapporte sur ce qu'a fait le secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS ou de son secrétaire général. Donc lorsque vous dites que nous n'avons que nous des moyens pour médiatiser, c'est complètement faux. Encore que, faille-t-il vraiment que toute action que l'on fait politiquement soit médiatisée? Il y a des descentes que nous faisons qui n'ont rien à voir avec la médiatisation. Notamment le travail que fait la centrale électorale de la majorité. Elle travaille, mais ce n'est pas que chaque jour, lorsque ces gens arrivent à leur bureau, ils vont appeler Papi Mboma pour couvrir même leurs réunions stratégiques. Bruno Tshibala prévoit 8 milliards de dollars pour atteindre les missions lui assignées. Je vois la restauration de la paix, tout ça. Parlons un peu de l'insécurité aujourd'hui. En moins de 3 mois, il y a eu évasion à Makala, Kasangulu, Beni, Parquet des Matete. Ça vous inspire quoi tout ça? Ça m'inspire que les mauvaises habitudes qui ont été enregistrées dans les pays développés, notamment ces guerres asymétriques que l'on appelle communément le terrorisme, est en train de prendre pied dans notre pays. Et cela est un danger. Parce que nous n'avons jamais vécu ce genre de choses, où il y a des personnes non autrement identifiées qui, par surprise, attaquent
des points sensibles de notre pays. Dieu merci, nous avons un système sécuritaire qui a permis, notamment à Makala, de mettre un stop à l'évasion qui était en train de se produire, et à la prison de Béni, sur les 90 détenus qui se sont enfouis, de retrouver 77. Donc, comprenez par là qu'il y a un travail qui est fait. Mais au-delà de cela, moi je reviendrai toujours à la responsabilité de tout un chacun. Nous avons un déficit sécuritaire énorme en termes de policiers par rapport à l'étendue de notre territoire et aussi par rapport au nombre de populations. Lorsque vous faites des calculs aujourd'hui, vous arrivez à un total pratiquement d'un policier pour 25 000 habitants. Cela est très dangereux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un engagement citoyen, nous, jeunes. J'ai vu le communiqué de l'inspecteur général de la police, qui en appelle à un recrutement pour l'armée. Si j'avais encore l'âge et je remplissais les critères, je vous assure que je serais engagé. Mais j'en appelle justement à tous ces jeunes qui peuvent aujourd'hui donner leur vie pour le pays. Et cela est important. Vous allez en Israël aujourd'hui, le 2/3 de la population israélienne est réserviste. Ils ne calculent pas les soldes, c'est-à-dire qu'ils disent que l'existence de leur nation dépend de chacun d'entre eux. C'est ce que nous devons... Vous ne pensez pas que c'est par peur d'être mal rémunérés que les jeunes refusent d'intégrer les forces armées ou la police en RDC? Non, je pense que les choses vont de pair. Vous avez peur d'être mal rémunéré, mais l'insécurité ne vous épargne pas non plus. Encore qu'il faut savoir qu'il y a de l'amélioration qui se fait du jour le jour. Il y a quelques années d'ici, je dirais même 2 décennies d'ici, les forces de l'ordre n'étaient pas payées, ils devaient prendre leur solde en racketant les populations. Mais aujourd'hui, la bancarisation des forces de l'ordre est effective et leurs soldes tombent régulièrement. Je ne dirais pas que c'est des soldes de princes du Qatar, mais c'est des choses qui vont de mieux en mieux. Donc ça veut dire que nous devons avoir le devoir, le sens du devoir d'aller de l'avant. Quand je parle des réservistes en Israël, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont fait la formation militaire, qui ne sont pas régulièrement dans l'armée, mais qui savent manier l'arme et qui peuvent à tout moment que leur pays a besoin d'eux, vous souhaitez qu'on puisse intégrer ça dans la Constitution pour dire que tout jeune après le bac doit faire 2 années d'armée pour permettre à ce que nous puissions avoir une disponibilité d'hommes pour défendre la nation. Par rapport à l'étendue de notre pays, je vous assure que nous sommes en insuffisance d'hommes. Et cela est une démonstration d'un manque de patriotisme des jeunes qui refusent de se mettre au service de leur nation. Et je crois, et je vous le répète ici, Dieu m'en est témoin, si j'avais l'âge et je remplissais les critères, je serais allé. Malheureusement, hélas. Aujourd'hui, dans un pays normal, après toutes ces évasions, il faudrait que quelqu'un paye. Il y a le directeur de la prison de Makala qui a payé, limogé, mais les évasions ont continué. Aujourd'hui, qui doit payer? Le problème, mon cher ami Mboma, ce n'est pas toujours de chercher ou de faire des chasses aux sorcières. Certes, il y a des responsabilités, mais ces responsabilités ne doivent pas être établies pour faire plaisir à qui que ce soit. Cela doit être établi sur base de la justice. Et pour l'instant, il y a une commission qui a été mise sur pied par le chef de l'État en vue de pouvoir instrumenter exactement ce qui s'est passé pour déterminer les responsabilités de chacun. Il faudrait prendre son mal en patience et ne pas penser qu'il faut nécessairement sanctionner même une personne qui est innocente, qui n'est pas concernée dans la chaîne de commandement de la protection des lieux qui ont été attaqués. Il faut prendre son mal en patience et attendre. Mais je vous rassure que la guerre asymétrique est une guerre difficilement maîtrisable. Il faut d'une part une collaboration des populations qui doivent informer l'autorité des mouvements suspects et d'autre part une réaction rapide et urgente des forces de l'ordre et je crois que de ce côté-là, nous sommes en train de faire des choses de mieux en mieux. Aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité du ministre d'État en charge de la justice dans tout ce qui se passe dans son secteur? Écoutez, vous savez que je suis très mal placé pour déterminer les responsabilités. Parce qu'il y a une motion de défiance qui est une interpellation qui est en gestation contre cette personne. C'est démocratique, mais je vous renvoie que nous puissions tous attendre les résultats de la commission qui est en train d'enquêter sur ce qui s'est passé. Mais entre-temps, les évasions continuent. On ne sait pas si demain ce sera où. C'est ça le problème. Justement, je pense que
Cela est une interpellation aux autorités pénitentiaires qu'ils puissent redoubler de vigilance et que comme les cibles aujourd'hui sont des lieux de détention, il faudrait se rendre compte finalement qu'il faut maximiser les forces de sécurité en ces endroits-là. Est-ce qu'on doit... nous sommes en train de réfléchir pour mettre un terme à tout ça. Au niveau de la prison centrale de Makala, il n'y a plus la police, il y a la police militaire, les PEM. Est-ce que vous pensez que le fait de placer toutes ces prisons-là sous surveillance des militaires aujourd'hui, des FARDC, serait une solution? D'abord, il faut savoir que lorsque la menace est sérieuse, dans tous les pays du monde entier, il y a toujours la participation de l'armée. Aujourd'hui, vous arrivez notamment à Londres, vous allez voir que sous Big Ben, par exemple, sous tous les lieux touristiques, c'est l'armée qui est présente. C'est-à-dire que c'est un état de sécurité qu'on peut appeler vert, orange, il y a des graduations. Donc selon la graduation, il y a une force beaucoup plus importante qui est déployée. Donc vu la graduation élevée que nous avons pour les sites pénitentiaires concernant leur sécurité, nous avons maintenant la présence de l'armée. Cette émission est enregistrée au moment où le chef de l'État poursuit sa mission dans le Grand Kasaï. N'est-ce pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard, parce que d'abord, le chef de l'État n'est pas ici avec nous, mais sa présence est là parce qu'il est garant de la souveraineté de la République et que par rapport à cela, les jugements qui sont rendus sont faits en son nom, la justice agit en son nom, la sécurité des citoyens et de leurs biens est agie au nom du président de la République. Donc, même s'il n'est pas là, il est omniprésent sur le sens étatique du terme par rapport aux services de l'État qui sont présents. Et donc, comprenez, après qu'il y ait eu le désordre qui a été installé par les terroristes de Kamwina Sampou, une fois que la justice a réussi à mettre la main sur les commanditaires, une fois que l'armée et la police a réussi à mettre hors d'état de nuire ces éléments nocifs, il est important que le président de la République, en tant que père de la nation, puisse aller rassurer le cœur de ses concitoyens. Donc comprenez que le passage du président de la République après ce tsunami, c'est justement pour aller apaiser le cœur de nos confrères, de nos concitoyens qui sont dans le Grand Kasaï et avec qui nous gardons une unité de cœur par rapport à tout ce qui leur est arrivé. Voilà, nous allons terminer cette émission par cette question. Les évasions spectaculaires, inflation, insécurité partout, je vois le Grand Kasaï. N'est-ce pas là les signes de la fin du régime Kabila? Vous savez, la République démocratique du Congo a vécu pire que ça. Nous avons atteint des inflations de 500%, mais nous avons survécu. Nous avons été dans un pays où 2 armées étrangères se sont battues sur le sol congolais. Je vous rappelle la guerre des 6 jours dans Kisangani, mais nous avons survécu à cela. Nous avons été une nation où le 3/5 du territoire a été sous contrôle des armées rebelles, mais nous avons survécu à ça. Alors ne pensez pas que le Congolais va flancher parce qu'il y a une inflation de 40% du franc congolais et quelques prisons qui ont été attaquées. Nous allons survivre à cela. Le régime ou bien le pays? Vous devez savoir une chose, c'est que les deux sont liés. Pour l'instant, nous sommes sous le régime Joseph Kabila, mais qui détermine l'avenir de notre pays. Donc, faire tomber ce régime comme ça a été le cas de la mort de M. Laurent Désiré Kabila, nous en payons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Donc, nous devons savoir une chose, c'est que la seule issue pour nous tous, c'est que nous puissions être ensemble, être dans la cohésion de pensée et d'unité par rapport à ce que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit que dans ce pays, seules les élections peuvent permettre à ce qu'un régime soit changé ou gardé à la tête du pays. Donc, concentrons-nous là-dessus et arrêtons de nous plaindre ou de craindre ces élucubrations. L'inflation frappe le monde entier aujourd'hui. D'ailleurs, le franc congolais se porte mieux que la plupart des monnaies des pays des environs. La croissance de notre pays est meilleure que pratiquement la deuxième économie africaine, l'Afrique du Sud, qui est en récession. Il n'y a plus de croissance en Afrique du Sud. La question des prisons évadées, vous savez que nous pouvons le maîtriser. En tout cas, c'est mieux que les attaques de Boko Haram que vit le Nigeria ou encore les attaques des Shebab que vit le Kenya.
Ce sera votre dernier mot, Monsieur Thierry Mosenepo. Mon dernier mot, c'est l'espoir et surtout que nous puissions être unis. C'est cela qui est important pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci, Monsieur Mosenepo. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.